La plume tremblait à quelques millimètres du papier, suspendue dans le silence glacial de la mairie du 13e arrondissement de Paris. Chloé sentait le regard huileux de Gérard peser sur sa nuque, un poids aussi lourd que la dette qui écrasait ses épaules depuis la mort de ses parents. Sa robe simple et d'un blanc cassé semblait absorber la grisaille des murs, un linceul pour sa liberté sacrifiée. Chaque fibre de son être hurlait de fuir, de retourner à la misère familière de son immeuble abandonné. Mais l'image de son petit frère, Léo, avec ses yeux trop grands et son sourire fragile, la clouait sur cette chaise. Pour lui, pour sa sécurité, elle signerait ce pacte avec le diable. Elle deviendrait la propriété de cet homme dont le sourire promettait une cage dorée, mais une cage tout de même. Le froid du métal du stylo contre ses doigts était la dernière sensation tangible de sa vie d'avant, un adieu silencieux à la jeune femme qu'elle avait été, celle qui croyait encore aux contes de fées. Soudain, les lourdes portes en bois de la salle des mariages s'ouvrirent à la volée, heurtant les murs avec un fracas qui fit sursauter le fonctionnaire blasé. Un courant d'air glacial balaya la pièce, apportant avec lui l'odeur de la pluie et d'un parfum masculin incroyablement cher. Sur le seuil se tenait une silhouette que Chloé ne reconnut que trop bien, une ombre de son passé qu'elle avait cru effacer pour toujours. Le prince Alexandre, héritier d'un royaume lointain qu'elle n'avait vu que dans les magazines, se tenait là, son long manteau de cachemire noir flottant derrière lui comme les ailes d'un ange déchu. Ses yeux d'un bleu polaire balayèrent à la scène avec une fureur contenue, s'arrêtant sur la main de Chloé qui tenait la plume, puis sur le visage suffisant de Gérard. L'air se chargea d'une électricité palpable. Le temps lui-même sembla se figer, suspendu à la volonté de cet homme qui venait de faire irruption dans son sacrifice. Sans un mot, Alexandre traversa la pièce, ses pas résonnant sur le carrelage usé avec une autorité qui ne tolérait aucune opposition. Il s'arrêta devant la table, son ombre engloutissant Chloé. D'un geste dédaigneux, il jeta une mallette en cuir sur le bureau, qui s'ouvrit pour révéler des liasses de billets impeccablement alignés. La dette est payée, sa voix était un grondement sourd, un ordre et non une proposition. Gérard, blême, passa de la stupéfaction à la rage impuissante. Alexandre ne lui accorda pas un second regard. Ses yeux étaient rivés sur Chloé, un mélange complexe de possession, de colère et d'une étrange tendresse. Il arracha la plume des doigts de la jeune femme, la brisa en deux et la laissa tomber sur le contrat. « Ce mariage est annulé », déclara-t-il. Et ce n'était pas une demande, mais un décret royal prononcé dans les bas-fonds de Paris. Si cette histoire a déjà commencé à faire battre votre cœur, si la tension de ce moment vous captive, alors rejoignez notre communauté pour ne manquer aucune des émotions que nous allons partager. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous ressentez face à ce sauvetage qui ressemble à une capture. Alexandre saisit le bras de Chloé, sa prise ferme mais pas brutale. Un contact qui brûlait sa peau à travers le tissu fin de sa manche. Elle se débattit, le souffle court, l'humiliation et la fureur montant en elle comme une marée brûlante. « Lâchez-moi! Qui êtes-vous pour décider de ma vie ?» Sa voix était un murmure étranglé, chargé de venin. Il l'ignora superbement, la tirant de sa chaise et la forçant à le suivre vers la sortie, la traînant loin de l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser et vers un destin qu'elle n'avait jamais demandé. Un destin imposé par un prince arrogant qui semblait croire qu'il pouvait tout acheter, y compris elle. Une fois dehors, le crachin parisien lui fouetta le visage, mais elle le sentait à peine, anesthésiée par le choc. Une berline noire aux vitres teintées attendait, portière ouverte par un chauffeur impassible. Elle fut poussée à l'intérieur, sur des sièges en cuir si doux qu'ils semblaient indécents. La portière se referma avec un bruit feutré, l'isolant du monde, l'enfermant dans une bulle de silence et de luxe oppressant avec son ravisseur. Alexandre s'assit à côté d'elle, l'espace soudainement trop étroit. Chloé tourna la tête vers la fenêtre, regardant les rues familières de son quartier défiler comme les vestiges d'une vie qui n'était déjà plus la sienne. Elle refusait de lui donner la satisfaction de voir ses larmes, de voir sa peur. Elle serrait les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, se concentrant sur la douleur physique pour ne pas sombrer dans le chaos de ses émotions. Le silence dans la voiture était une guerre à lui seul, une bataille de volonté menée dans le plus grand mutisme. Chloé sentait le regard d'Alexandre sur elle, intense, scrutateur, mais elle ne scia pas,
fixant les gouttes de pluie qui glissaient sur la vitre, traçant des chemins sinueux comme sa propre vie déviée de sa course. Finalement, alors que la voiture s'engageait sur les quais de Seine, s'éloignant de plus en plus de son territoire, il parla. Sa voix, plus douce maintenant mais toujours empreinte de cette certitude d'acier, brisa la tension. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Chloé aurait voulu rire ou crier. En sécurité? Elle venait de passer d'une prison à une autre, encore plus somptueuse, encore plus terrifiante. Elle se tourna enfin vers lui, ses yeux lançant des éclairs. Comment avait-il su? Comment un prince de conte de fées avait-il pu la trouver, elle, une fille de la banlieue parisienne, au moment précis où elle vendait son âme? Tout avait commencé des mois plus tôt, dans un endroit où personne n'aurait jamais dû le reconnaître. Quelques mois avant ce jour glacial à la mairie, la vie de Chloé était encore teintée des couleurs chaudes du souvenir. La mort de ses parents dans un accident de voiture absurde avait été un coup de tonnerre dans un ciel d'été, un silence brutal qui avait remplacé les rires et la musique dans leur petit appartement de Belleville. Du jour au lendemain, elle était passée de jeune étudiante en art, rêvant de toiles et de galeries, à tutrice, mère et protectrice pour son petit frère Léo. Le poids de cette nouvelle responsabilité était écrasant, mais ce n'était rien comparé au spectre qui s'était invité dans leur deuil. Une dette colossale, un secret que ses parents avaient emporté dans la tombe. Les lettres des créanciers s'empilaient, froides et impersonnelles, transformant leur chagrin en une angoisse palpable, une menace qui rampait dans les coins sombres de leur existence soudainement précaire. Chaque objet familier devenait un rappel de ce qu'ils allaient perdre, chaque nuit une répétition de ses pires cauchemars. Leur chute fut rapide, vertigineuse. L'appartement fut saisi, leurs biens vendus pour une bouchée de pain. Ils se retrouvèrent à la rue, avec pour seul trésor quelques vêtements dans un sac et les souvenirs gravés dans leur cœur. Chloé trouva refuge dans un immeuble désaffecté, un squelette de béton aux fenêtres brisées qui regardait à Paris avec des yeux vides. C'est là qu'elle construisit leur nouveau monde, un royaume de fortune fait de cartons et de couvertures usées. Elle protégeait Léo de la dureté de leur réalité avec une férocité de louve, inventant des jeux pour transformer le bruit du vent en chant de monstres gentils et la lumière blafarde des réverbères en projecteurs de théâtre. Elle lui lisait des histoires à la lueur d'une bougie, sa voix douce tissant des contes de princes et de châteaux pour l'éloigner de la faim qui tiraillait leurs estomacs. Sa propre peur, elle l'enterrait profondément, ne se permettant de pleurer que lorsque le souffle régulier de son frère endormi lui assurait qu'il ne pouvait pas l'entendre. C'est dans ce décor de désolation que Gérard fit son apparition, comme un vautour attiré par l'odeur du malheur. Il était l'un des principaux créanciers de son père, un homme à l'apparence banale, mais dont le regard avait la froideur du métal. Il ne criait pas, ne menaçait pas ouvertement. Sa cruauté était plus insidieuse, distillée dans des sourires mielleux et des paroles faussement compatissantes. Il leur apportait parfois de la nourriture, un luxe empoisonné qui resserrait l'étau autour du cou de Chloé. Il observait leur dénuement avec une satisfaction malsaine, décrivant en détail les orphelinats sordides, où Léo pourrait finir si la dette n'était pas honorée. Chaque visite était une torture psychologique, un rappel de son impuissance. Il la déshabillait du regard, non pas de désir mais de calcul, évaluant sa valeur, sa résistance, le point de rupture exact où sa dignité se briserait pour laisser place à la survie pure et simple. Le jour où il lui fit sa proposition, la pluie battait contre les planches qui condamnèrent leurs fenêtres. Ce n'était pas une demande en mariage, mais la présentation d'un contrat de vente, son corps et sa vie contre l'effacement de la dette et un avenir pour Léo. Il lui décrivit la maison, la sécurité, l'éducation que son frère recevrait, chaque mot étant une tentation et une insulte. Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. La nausée la submergea, un mélange de dégoût pour cet homme et de haine pour elle-même, pour sa propre vulnérabilité. Elle regarda Léo qui dessinait sur un morceau de carton avec un bout de charbon, son visage innocent illuminé par la flamme vacillante de la bougie. Dans ses yeux, elle ne vit pas de jugement, seulement une confiance absolue en elle, sa grande sœur, son ancre dans la tempête. C'est cette confiance qui la condamna. Pour lui, elle signerait ce pacte avec le diable. Pour lui, elle marcherait vers l'autel comme on marche vers l'échafaud. Pourtant, une semaine avant de donner sa réponse finale à Gérard,
Une lueur d'espoir absurde l'avait poussée à franchir la porte d'un centre d'aide sociale dans le Marais. Elle n'y allait pas pour elle, mais pour Léo, espérant trouver une solution miracle, une alternative qui n'existait pas. L'endroit était bondé, bruyant, imprégné d'une odeur de soupe et de désespoir collectif. Elle se sentait déplacée, sa fierté en lambeaux mais toujours présente, l'empêchant de demander l'aumône. Elle attendait son tour, observant les visages fatigués autour d'elle, se sentant à la fois connectée et terriblement seule. Son estomac criait famine, mais c'était la fin d'une autre vie, d'une normalité perdue, qui la rongeait le plus. Elle était au bord du gouffre, suspendue par le fil ténu de son amour pour son frère, prête à se jeter dans le vide pour qu'il puisse lui apprendre à voler loin de tout ça. C'est là, dans cette antichambre de la misère parisienne, qu'un bénévole lui tendit un bol de soupe chaude. Elle leva les yeux, prête à refuser par orgueil, mais son regard croisa le sien et les mots moururent sur ses lèvres. Il était différent des autres. Il y avait dans ses yeux bleus une intensité qui la déstabilisa, une attention qui ne ressemblait en rien à de la pitié. Il ne lui dit rien de spécial, juste quelques mots aimables, mais la façon dont il la regardait, comme s'il voyait au-delà de ses vêtements usés et de son visage fatigué, la troubla profondément. Le contact de leurs doigts, lorsqu'elle prit le bol, fut une décharge électrique inattendue. Pendant un instant fugace, elle se sentit vue, reconnue comme une personne, et non comme un problème à résoudre. Puis le moment passa. Elle le remercia d'un hochement de tête et se retira dans un coin, ignorant que cet inconnu, cet Alex, venait de graver son visage dans sa mémoire et qu'il ne la laisserait pas sombrer. Elle avait poussé la porte du centre social comme on entre dans une tombe, le cœur lourd d'une défaite qu'elle refusait encore d'admettre. L'air y était épais, un mélange suffocant d'humidité, de soupe de légumes et de désespoir silencieux qui s'accrochait au mur décrépit. Chloé tenait fermement la main de Léo, son petit corps frêle étant son unique encre dans cette mer de visages anonymes, marqués par la même fatigue, la même absence de futur. Elle se sentait une intruse, sa fierté d'étudiante en art, de fille de parents aimants, se rebellant contre cette réalité sordide. Elle n'était pas comme eux, se mentait-elle, tout en sachant pertinemment que seule une fine couche de souvenirs la séparait de leur naufrage. Chaque regard posé sur elle lui semblait un jugement, chaque murmure une accusation. Elle baissait les yeux, se concentrant sur les lacets défaits des chaussures de son frère, un détail minuscule pour ne pas sombrer dans l'immensité de son propre abîme. C'est alors qu'une ombre se projeta devant elle, douce et non menaçante. Elle leva la tête, prête à lancer un regard glacial pour se protéger, mais les mots lui manquèrent. L'homme qui se tenait là ne portait pas l'uniforme de la pitié. Il était vêtu simplement d'un jean usé et d'un pull sombre. Mais il y avait dans sa posture une droiture, une assurance tranquille qui détonnait. Ses cheveux noirs étaient légèrement en désordre, comme s'il avait passé sa main dedans 1000 fois, et ses yeux. Ses yeux étaient d'un bleu si profond et si intense qu'elle eut l'impression qu'il lisait directement dans son âme, par-delà les murs qu'elle avait si soigneusement érigés. Il lui tendit un bol de soupe fumant, un geste simple, presque banal, mais exécuté avec une grâce et une attention qui transformaient l'aumône en une offrande. Sa voix, lorsqu'il parla, était un murmure grave et apaisant qui semblait la protéger du brouhaha ambiant. « Pour votre frère », dit-il simplement, son regard se posant sur Léo avec une tendresse inattendue. Le premier réflexe de Chloé fut le refus, un non silencieux et violent qui monta du plus profond de ses entrailles. Elle n'avait pas besoin de leur charité, de leur compassion calculée. Elle pouvait s'en sortir seule. Mais le parfum de la soupe monta jusqu'à ses narines, réveillant une faim qu'elle s'efforçait d'ignorer, et elle vit la main de Léo se crisper sur la sienne, ses grands yeux fixés sur le bol avec une envie qui lui brisa le cœur. Sa fierté était un luxe, la faim de son frère une urgence. Elle tendit la main, ses doigts effleurant les siens, alors qu'elle saisissait le récipient en céramique. Le contact fut bref, fugace, mais il propagea une chaleur électrique le long de son bras, une secousse qui la prit au dépourvu. Elle sentit le rouge lui monter aux joues, furieuse de cette réaction involontaire, de cette fissure dans son armure. Elle marmonna un remerciement à peine audible, le regard fixé sur le liquide orangé, pour ne pas avoir à affronter de nouveau l'intensité de ses yeux bleus. Il ne s'éloigna pas tout de suite,
s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de Léo. Il ne posa aucune question intrusive, ne chercha pas à connaître leur histoire, leur drame. Au lieu de cela, il pointa le dessin que Léo tenait dans son autre main, un gribouillis représentant un château avec un grand soleil. « C'est une belle forteresse », sa voix était douce, dénuée de toute condescendance. « Elle a l'air imprenable. » Léo, habituellement si timide, lui offrit un sourire radieux et commença à lui expliquer avec enthousiasme les pièges et les passages secrets de sa création. Chloé les observait, le cœur serré. Cet inconnu venait de percer les défenses de son frère en quelques secondes, avec une simplicité désarmante. Elle restait sur ses gardes, analysant chaque mot, chaque geste, attendant le faux pas, le regard de pitié qui ne vint jamais. Au contraire, il l'incluait dans la conversation d'un simple regard, comme si leur présence à tous les trois dans ce lieu de misère était la chose la plus normale du monde. Lorsqu'il se releva pour aller aider une vieille dame à l'autre bout de la pièce, Chloé ne put s'empêcher de le suivre du regard. Il se déplaçait avec une efficacité silencieuse, distribuant des couvertures, servant des repas, offrant une parole réconfortante ici et là. Il y avait en lui une force tranquille, une dignité qui semblait rejaillir sur ceux qui l'aidaient. Elle se sentit profondément troublée. Cet homme, cet Alex, comme elle l'entendit se faire appeler par un autre bénévole, ne correspondait à aucune de ses certitudes. Il n'était ni un saint ni un riche venu se donner bonne conscience. Il était simplement présent. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit une brèche dans sa solitude. Une sensation à la fois terrifiante et étrangement réconfortante. Une minuscule graine d'espoir qu'elle s'empressa d'écraser sous le poids de la réalité. L'espoir était un poison, une faiblesse qu'elle ne pouvait plus se permettre, car il rendait la chute encore plus douloureuse. Elle quitta le centre social sans un regard en arrière, entraînant Léo qui tenait précieusement son bol vide, comme un trésor. La froideur du vent parisien lui parut plus mordante après la chaleur éphémère de cette rencontre. Le visage de l'inconnu resta gravé dans son esprit. Ses yeux bleus, une image persistante qui la hantait dans le silence de leur nuit glaciale. Elle se dit que ce n'était qu'un instant volé au chaos, une anomalie sans conséquence. Sa première impression avait été celle d'un homme dangereux, non par sa force physique, mais par la compassion sincère qu'il dégageait, une compassion qui menaçait de faire s'effondrer ses défenses. Pour lui, elle n'avait été qu'un visage parmi tant d'autres, une femme fière et brisée qu'il avait aidée, et sans doute déjà oubliée. Elle avait défié son geste par sa méfiance, puis l'avait accepté par nécessité. En retournant à son squat, elle se força à l'oublier, ignorant que pour lui, ce bref échange n'était pas une fin, mais le commencement d'une obsession silencieuse qui allait bientôt faire voler en éclats son monde et le sien. La voiture glissa à travers des grilles en fer forgé monumental, s'engageant dans une allée bordée de chênes centenaires qui formaient une voûte sombre au-dessus d'eux. Chloé retint son souffle. Le château qui se dessinait au bout du chemin n'était pas une simple demeure de luxe, c'était une forteresse de contes de fées, un monstre de pierre et d'ardoise aux tourelles acérées, perçant le ciel gris. Chaque détail des gargouilles silencieuses aux vastes pelouses impeccables hurlait une richesse si ancienne et si écrasante qu'elle en devenait violente. En descendant de la voiture, l'air froid lui parut plus pur mais aussi plus rare, comme si elle ne méritait pas de le respirer. Alexandre la guida à l'intérieur, sa main effleurant à peine son dos, un contact qui était à la fois une courtoisie et un ordre. Le hall d'entrée était une cathédrale de marbre froid et de silence, leurs pas résonnant dans l'immensité comme des profanations. Elle se sentait minuscule, une tache de misère dans un tableau de maître, et son orgueil se mua en une armure glaciale pour survivre à cette opulence qui cherchait à la dévorer. Il ne la conduisit pas vers les grands escaliers ou les salons dorés qu'elle apercevait à travers les portes entr'ouvertes. Au lieu de cela, il la mena le long d'un couloir plus intime, tapissé de velours pourpre, jusqu'à une porte en chêne clair. Il s'arrêta, et pour la première fois, elle décela une pointe d'incertitude dans son regard bleu polaire. Il posa la main sur la poignée, puis se tourna vers elle. Avant toute chose, sa voix était plus basse, presque hésitante. « Il y a quelque chose que vous devez voir. » Il ouvrit la porte doucement, révélant non pas une chambre d'amis somptueuse, mais un univers miniature baigné de lumière chaude. Des murs peints d'un ciel étoilé, une montagne de jouets, des livres d'images empilés, et au milieu de tout cela, assis sur un tapis moelleux et construisant une tour de cubes colorés,
se trouvait Léo. Son petit frère leva la tête et son visage s'illumina d'un sourire si pur, si total, que le cœur de Chloé se brisa et se ressouda en un même instant. Léo était non seulement en sécurité, il était heureux, dans un paradis qu'elle n'aurait jamais pu lui offrir. La colère de Chloé, ce feu qui l'avait maintenu debout, vacilla et faillit s'éteindre, remplacé par une vague de gratitude si intense qu'elle la suffoqua. Mais cette gratitude était un poison, une reconnaissance de sa défaite, une chaîne de plus à son geôlier. Elle se tourna vers Alexandre, les larmes brûlant ses yeux mais refusant de couler. « Vous avez acheté son bonheur » siffla-t-elle, sa voix tremblante de rage contenue. « Est-ce que cela signifie que vous m'avez acheté aussi ?» Il ne recula pas, ne montra aucune surprise face à son venin. Son regard s'assombrit, une tempête se préparant derrière le calme de ses traits. « Je vous ai libéré d'un marché infâme. Ce que vous en faites vous appartient. Vous êtes ma invitée, Chloé, pas ma prisonnière. La porte est ouverte, mais nous savons tous les deux que vous ne la franchirez pas sans lui. » C'était une vérité cruelle, une démonstration de pouvoir absolu. Il ne la retenait pas avec des barreaux, mais avec l'amour qu'elle portait à son frère. La cage était invisible, mais n'en était que plus solide, plus infranchissable. Les jours qui suivirent s'étirèrent en une guerre froide, silencieuse. Une semaine s'écoula, marquée par une routine tendue et des non-dits pesants. Chloé passait ses journées avec Léo, redécouvrant son rire insouciant dans les jardins immenses ou dans la salle de jeu qui semblait sans fond. Mais dès que son frère était couché, le château reprenait son visage de prison dorée. Les dîners avec Alexandre dans l'immense salle à manger étaient des exercices de torture mutuelle. Elle refusait les robes de créateur qu'on avait déposées dans sa chambre, s'obstinant à porter ses vêtements simples et usés comme un étendard de sa résistance. Lui, impassible, la regardait par-dessus son verre de cristal, ses yeux bleus la suivant, l'analysant, semblant parfois amusé, parfois exaspéré par son défi. Une femme de charge sévère, Madame Dubois, observait leurs interactions avec une désapprobation à peine voilée, ses regards acérés rappelant constamment à Chloé qu'elle n'était qu'une anomalie, une pièce rapportée qui détonnait dans cet univers d'ordre et de tradition. Un soir, incapable de trouver le sommeil, Chloé erra dans les couloirs silencieux, attirée par une faible lueur provenant de la bibliothèque. Elle y entra, subjuguée par l'odeur de cuir et de papier ancien. Ses doigts effleurèrent les reliures, une douleur familière lui tordant le cœur au souvenir de ses études d'art, de ses rêves anéantis. Une voix grave la fit sursauter. « Vous ne trouverez pas de livre sur la manière de s'échapper d'un château. » Alexandre se tenait dans l'ombre, une coupe de brandy à la main. Elle se raidit, prête pour une nouvelle joute verbale, mais son ton était différent, dépourvu de son arrogance habituelle. Il s'approcha lentement, s'arrêtant devant une grande fenêtre qui donnait sur le parc plongé dans la nuit. Ce jour-là, au centre d'aide, je n'ai pas vu une femme brisée. J'ai vu une lionne protégeant son petit, prête à tout dévorer sur son passage. Ce n'est pas votre vulnérabilité qui m'a intéressé, Chloé, c'est votre force. Le masque tomba un instant, révélant une solitude qui faisait écho à la sienne, et elle sentit une connexion troublante, une fissure dans la haine qu'elle s'efforçait d'entretenir. La trêve fragile née de cette confession nocturne fut de courte durée. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Alexandre lui annonça la nouvelle avec une fausse décontraction qui ne la trompa pas. « Il y a un gala de charité annuel au château la semaine prochaine. Un événement incontournable pour la fondation de ma famille. » Il posa sa tasse et son regard se fit plus direct, ne laissant aucune place à la négociation. « En tant que mon invité personnel, votre présence est, bien sûr, attendue. Ce n'était pas une invitation, mais une convocation royale. Il allait l'exposer, la jeter en pâture à son monde, à ces gens qui, comme Madame Dubois, la jugeraient sans la connaître. » Elle comprit immédiatement son plan, la forcer à abandonner son armure de pauvreté, à se plier à ses codes, à jouer le rôle qu'il avait décidé pour elle. La tension entre eux, cette danse entre attraction et haine, venait de monter d'un cran. Une semaine s'était écoulée, une semaine de cohabitation forcée, et elle se retrouvait maintenant face à un nouveau champ de bataille, une scène publique où son humiliation pourrait bien être le clou du spectacle. La semaine qui précéda le gala fut une torture exquise, une lente montée vers l'échafaud doré qu'Alexandre avait érigé pour elle. Chloé se sentit prise au piège,
Chaque essayage de robe, chaque leçon de valse imposée par une tutrice impatiente était une nouvelle barrière entre la femme qu'elle était et le rôle qu'on la forçait à jouer. Le soir de l'événement, elle se regarda dans le miroir immense de sa chambre. La femme qui lui renvoyait son reflet était une étrangère sublime, drapée dans une soie bleu nuit qui épousait ses formes et scintillait comme un ciel étoilé. Des diamants, froids et lourds, ornaient son cou et ses oreilles, un fardeau de lumière qui lui rappelait le prix de sa cage. En descendant le grand escalier au bras d'Alexandre, elle sentit des centaines de regards se poser sur elle. Ce n'était pas de l'admiration qu'elle y lisait, mais une curiosité cruelle, l'inspection d'une bête de foire rare et exotique. La chaleur de la main d'Alexandre sur la sienne était son seul point d'ancrage. Mais c'était aussi la main qu'il avait placée au centre de cette arène impitoyable. Le bal battait son plein, un tourbillon de musique classique, de rires cristallins et de conversations feutrées qui masquaient mal la compétition sociale, qui se jouait dans chaque regard, chaque sourire. Chloé se tenait droite, le masque de la sérénité vissé sur son visage, répondant par des monosyllabes polis aux introductions qu'Alexandre lui faisait. Mais elle sentait les murmures, des sifflements venimeux qui rampaient à la lisière de son ouïe. Les mots Belleville, dette achetée, revenaient comme un refrain macabre. Alors qu'Alexandre était accaparé un instant par un ministre, une femme plus âgée, la baronne de Valois, dont les yeux brillaient d'une malice acérée, s'approcha d'elle. Avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, elle lui dit, à voix juste assez haute pour être entendue par le cercle qui les entourait, « C'est admirable la générosité du prince. Il a toujours eu un faible pour les causes perdues. Dites-moi, ma chère, est-ce que le confort de ce château vous a déjà fait oublier le froid des rues ?» La question posée avec une douceur empoisonnée la frappa en plein cœur, la laissant sans voix et sans défense. L'humiliation fut instantanée et totale. Le cercle de curieux se resserra, leur visage un mélange de pitié feinte et de satisfaction sadique. Le rire étouffé de la baronne fut comme une gifle. Chloé sentit le sang quitter son visage, puis y remonter en une vague brûlante de honte. La magnifique robe de soie devint soudain un carcan, les diamants des pierres de glace qui lui brûlèrent la peau. Elle chercha le regard d'Alexandre dans la foule. Un appel muet à l'aide, mais il était toujours en conversation, le dos tourné, ignorant le drame qui se jouait à quelques mètres de lui. Son absence, à cet instant précis, fut une trahison plus profonde que les insultes de la baronne. Il l'avait jetée dans la fosse aux lions et l'avait laissée seule face aux griffes. Tout ce qu'elle avait construit en elle-même cette semaine-là, cette fragile armure de dignité, vola en éclats. Elle n'était plus l'invitée du prince, elle était redevenue la mendiante de Belleville, exposée et jugée sous les lustres impitoyables de la haute société. Un silence assourdissant sembla s'abattre sur elle, isolant le petit groupe du reste de la fête. Le monde se rétrécit au visage narquois qui l'entourait. Sans un mot, Chloé fit volte-face. Elle ne pleura pas, ne cria pas. Sa réaction fut une fuite éperdue, une rupture violente avec cette mascarade. Elle se fraya un chemin à travers la foule dense, bousculant des corps parfumés et des robes de créateurs, ignorant les exclamations surprises sur son passage. Elle entendit vaguement Alexandre crier son nom. Une note d'alarme dans sa voix, mais c'était trop tard. Elle courut dans les longs couloirs de marbre, le claquement de ses talons sur le sol poli résonnant comme des coups de feu dans le silence du château. Chaque tableau, chaque dorure, chaque objet d'art lui semblait maintenant la narguer, symbole d'un monde auquel elle n'appartiendrait jamais et qu'elle haïssait de toute son âme. Elle ne cherchait qu'une seule chose, une porte, une issue, un moyen d'échapper à cette cage dorée qui venait de lui montrer ses barreaux les plus cruels. Elle atteignit enfin les immenses portes d'entrée et les poussa de toutes ses forces. L'air froid de la nuit la frappa au visage, un choc bienvenu après l'atmosphère suffocante du bal. Une pluie fine et glaciale avait commencé à tomber, mais elle ne s'en soucia pas. Elle descendit les marches en courant, sa robe de soie se gorgeant d'eau, son ourlet traînant dans la boue des allées. Elle s'enfonça dans l'obscurité du parc, fuyant les lumières du château comme si elle pouvait la brûler. Les branches des arbres griffaient ses bras nus, le vent glacial s'engouffrait dans son décolleté. Mais la douleur physique était un soulagement, une distraction de la blessure béante dans son cœur. Elle courut sans but, jusqu'à ce que ses poumons la brûlent et que ses jambes cèdent. Elle s'effondra au pied d'un chêne centenaire, le corps secoué de sanglots silencieux et déchirants. La pluie se mêlait à ses larmes, lavant le maquillage sophistiqué de son visage
la ramenant à l'état brut de sa douleur, seule, dans la boue et le froid, une princesse déchue, retournée à sa condition première. Dans la salle de bal, le silence était tombé. Alexandre, ayant enfin compris la situation, se figea une seconde, le visage blême de fureur. Son regard se posa sur la baronne de Valois, avec une froideur si intense que celle-ci recula d'un pas. D'une voix basse et menaçante, il lui lança « Vous venez de signer la fin de votre vie sociale. Priez pour que je ne la retrouve pas. » Sans un autre regard pour l'assemblée médusée, il se tourna et se lança à la poursuite de Chloé. Mais la colère qui l'animait était surtout dirigée contre lui-même. Le remords le rongeait. Il l'avait exposée naïvement, croyant que sa seule présence la protégerait. Il n'avait pas vu sa peur, seulement sa beauté. Il avait été aveuglé par son propre orgueil, par le désir de la montrer à son monde, sans comprendre que ce monde était un poison pour elle. Arrivé sur le perron, il vit les portes ouvertes battant au vent et sentit la pluie sur son visage. Il cria son nom dans la nuit, un son rauque et désespéré qui se perdit dans le bruit du vent. Puis, sans hésiter, il s'élança dans l'obscurité et la tempête à la recherche de la femme qu'il venait de briser. Il la chercha avec la fureur d'un homme qui a tout perdu, non pas par malchance, mais par sa propre et stupide arrogance. La pluie cinglante lui collait les cheveux au front et la boue souillait le cachemire de son pantalon de costume, mais il ne sentait ni le froid ni l'inconfort. Chaque craquement de branche sous ses pieds était un écho de sa propre faute, chaque ombre dansante une silhouette moqueuse qui n'était jamais la sienne. Les lumières du château, au loin, projetaient une lueur dorée et cruelle sur la scène de son échec, un phare de richesse qui venait d'éclairer la profondeur de sa pauvreté émotionnelle. Il avait cru la posséder, la protéger en l'enfermant dans son monde, mais il n'avait fait que lui rappeler la cage dont elle s'était déjà échappée. Son nom, crié dans la nuit, n'était qu'un murmure impuissant face au grondement de l'orage et au fracas de son propre cœur brisé par le remords. Un son rauque qui se perdait dans les ténèbres qu'il avait lui-même créées pour elle. Pendant qu'il la cherchait dans le labyrinthe de son domaine, Chloé retournait instinctivement vers le sien. Elle avait marché des kilomètres dans la nuit, la robe de soie déchirée et souillée, devenant un linceul glacial autour de son corps tremblant. Un camionneur au cœur tendre l'avait prise en pitié à l'aube, la déposant aux portes de Paris sans poser de questions. Elle avait traversé la ville endormie comme un fantôme, retrouvant le chemin de son ancien squat avec la précision d'un animal blessé regagnant sa tanière. L'odeur de poussière et d'humidité, la sensation du béton froid sous ses doigts, tout cela était une punition familière, un retour brutal à une réalité qu'elle préférait à l'hypocrisie dorée du château. En s'effondrant sur un matelas crasseux, elle ne pleura pas. La douleur était trop profonde pour les larmes. C'était un vide glacial, la certitude d'être seule, et la haine féroce pour cet homme qui lui avait offert un aperçu du paradis, uniquement pour le transformer en un enfer plus sophistiqué. Les jours suivants, le château devint le quartier général d'une opération de recherche silencieuse et désespérée. Alexandre, les yeux cernés et le visage durci par le manque de sommeil, avait transformé la grande bibliothèque en une salle de crise. Des cartes de Paris étaient étalées sur la table massive, des enquêteurs privés allaient et venaient, leurs rapports discrets ne faisant qu'ajouter à son angoisse. Chaque heure qui passait était une torture. Il voyait le visage de Chloé partout, dans le regard triste de Léo qui demandait après sa sœur, dans le reflet des fenêtres donnant sur le parc où elle avait disparu, dans le silence assourdissant des dîners solitaires. Il comprit alors la nature de son erreur. Il n'avait pas cherché à la comprendre, seulement à la posséder. Il l'avait traitée comme un trésor à exhiber, oubliant que sa plus grande valeur résidait dans son esprit indomptable, celui-là même qu'il avait tenté de briser sous le poids de la gratitude et du luxe. Chloé, de son côté, luttait pour sa survie avec une détermination farouche. Elle avait vendu la seule chose de valeur qu'elle avait réussi à emporter dans sa fuite, une petite broche discrète qui ornait sa robe pour quelques centaines d'euros, assez pour louer une chambre minuscule et anonyme au-dessus d'un café bruyant de Montmartre. Elle avait coupé ses longs cheveux elle-même, devant le miroir ébréché de la salle de bain commune, chaque mèche tombant dans le lavabo étant un adieu à la femme qu'Alexandre avait tenté de créer. Elle trouva un travail de serveuse dans ce même café, passant ses journées à servir des expressos et des croissants
à des touristes et des habitués, son visage perdu dans l'anonymat de la foule parisienne. La fatigue physique était sa seule alliée, la seule chose capable de faire taire les souvenirs de la douceur d'un lit en plumes, du rire de Léo dans les jardins et du bleu troublant des yeux d'un prince qui la hantait encore dans ses rêves. Au château, la frustration d'Alexandre atteignit un point de rupture. Ces hommes, avec toutes leurs ressources, ne trouvaient rien. Elle s'était évaporée. C'est alors qu'il comprit qu'il cherchait de la mauvaise manière. Il ne la trouverait pas avec de l'argent ou du pouvoir, mais avec du cœur. Il renvoya les enquêteurs et quitta la prison dorée de son domaine. Il retourna à Paris, non pas en prince, mais en homme. Il se gara loin et marcha retournant sur les lieux de leur première rencontre, ce centre d'aide sociale dans le Marais. Il y passa des heures, servant la soupe, parlant aux gens, cherchant non pas des informations, mais une impression, une trace de son esprit. C'est en parlant à une vieille bénévole qu'il obtint un indice infime. Elle se souvint d'une conversation avec Chloé sur les peintres, sur son amour pour Utrillo et ses représentations mélancoliques des rues de Montmartre. C'était peu, une piste fragile comme une toile d'araignée, mais c'était la première lueur d'espoir véritable. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit du bal. 2 semaines de silence, de pluie et de survie. Chloé essuyait machinalement une table, le regard perdu à travers la vitre embuée du café. La vie avait repris son cours impitoyable, chaque jour une répétition du précédent. Elle se sentait plus âgée, endurcie, le cœur recouvert d'une fine couche de glace protectrice. Dehors, la lumière des réverbères commençait à percer le crépuscule parisien. C'est alors qu'elle le vit. De l'autre côté de la rue animée, une silhouette immobile sous la pluie fine. Un homme en long manteau sombre qui ne regardait pas le café, mais les façades des immeubles, les toits d'ardoise, comme s'il cherchait une âme perdue dans le décor d'un tableau d'Utrillo. Lentement, il tourna la tête, et leurs regards se croisèrent à travers la vitre striée de pluie. Le temps s'arrêta. Il l'avait trouvé. La glace autour de son cœur se fissura, laissant entrer une vague de terreur et un désir inavouable. Le souffle coupé, Alexandre resta figé sur le trottoir d'en face, le cœur battant à rompre dans sa poitrine. Elle était là. À travers la vitre embuée, striée par les larmes du ciel parisien, il la voyait se mouvoir avec une grâce lasse et efficace derrière le comptoir du petit café. Ses cheveux, coupés courts, lui donnaient un air plus dur, plus fragile aussi, et la lumière crue des néons accentuait les ombres sous ses yeux. Pendant 2 semaines, il l'avait cherchée avec la puissance de sa fortune, en vain. Et c'est en marchant en homme et non en prince, en suivant l'écho de son âme d'artiste dans les rues peintes par Utrillo, qu'il l'avait enfin retrouvée. Le flot des voitures entre eux était un torrent furieux, un dernier obstacle symbolique séparant son monde du sien. Sans plus réfléchir, il s'élança, ignorant les klaxons indignés, les phares l'éclaboussant de lumière, son unique but étant de traverser ce no man's land pour atteindre la rive où elle se tenait, ignorant encore que son passé venait de la rattraper. Le tintement cristallin du carillon au-dessus de la porte fut un son incongru dans le brouhaha feutré du café. Un silence relatif s'installa alors que les quelques clients se tournaient vers cet homme trempé, dont le manteau de cachemire, même souillé, criait une opulence qui n'avait rien à faire en ces lieux. Mais Alexandre ne vit personne. Ses yeux étaient rivés sur Chloé, qui s'était figée, une tasse à la main. Le choc sur son visage fut si violent qu'il eut l'impression de l'avoir physiquement frappée. La porcelaine lui échappa des doigts et se brisa sur le carrelage avec un bruit sec et définitif qui déchira le silence. C'était le son de sa nouvelle vie, de sa fragile anonymat, qui volait en éclats. Son visage, d'abord blême de stupeur, se teinta des couleurs de la fureur. Ses lèvres se serrèrent, ses poings se crispèrent sur le comptoir. Elle ne recula pas. Elle lui fit face, transformant le petit espace de travail en une forteresse, ses yeux lançant des éclairs de haine et de défi. Il s'avança lentement, chaque pas sur le sol usé, semblant résonner dans l'éternité tendue qui s'était installée entre eux. Il s'arrêta de l'autre côté du comptoir, ce fragile rempart de bois qui les séparait. Il la détailla, non plus avec l'arrogance du prince, mais avec la douleur d'un homme qui contemple les ravages de sa propre erreur. Il vit la fatigue gravée sur ses traits, la minceur de ses poignets, la fierté farouche dans sa posture qui était sa seule armure. Il aurait voulu dire tant de choses, s'excuser,
expliquer. Mais les mots lui paraissaient vains et insultants face à la réalité de ce qu'il lui avait fait endurer. Il resta donc silencieux un instant, la laissant lire sur son visage le remords qui le rongeait, la supplication muette qui brillait dans ses yeux. Il n'était plus le souverain tout-puissant, mais un homme sous la pluie, venu implorer le pardon d'une reine déchue qui régnait sur un royaume de tables en formica et de tasses ébréchées. « Je ne suis pas venu pour vous forcer à revenir. » Sa voix était rauque, à peine plus qu'un murmure, mais elle porta dans le silence attentif du café. Il vit la méfiance dans ses yeux, la certitude qu'il mentait. Il plongea la main dans la poche intérieure de son manteau et en sortit non pas un chèque ou un bijou, mais une simple photographie vieille et cornée. Il la posa sur le comptoir et la fit glisser vers elle. C'était le portrait d'une jeune femme aux yeux sombres et au sourire fier posant devant une modeste boutique de fleurs. « C'était ma mère, » dit-il, sa voix se brisant légèrement. « Avant qu'elle ne rencontre mon père. Elle venait d'un monde comme le vôtre, Chloé. Un monde où la dignité est la seule richesse. Le jour où je vous ai vu au centre d'aide, protégeant votre frère avec la férocité d'une lionne, je n'ai pas vu une femme à sauver. J'ai vu elle, j'ai vu la même flamme indomptable que j'avais peur d'avoir oubliée. » Le monde de Chloé bascula. Cette confession si intime, si inattendue, était une arme qu'elle n'avait pas vue venir. Elle avait préparé ses défenses contre l'arrogance, les ordres, les tentatives de manipulation par l'argent. Elle n'était pas prête pour la vulnérabilité. Elle baissa les yeux vers la photographie, puis les releva vers lui. Pour la première fois, elle vit au-delà du prince, au-delà du ravisseur. Elle vit un homme hanté par un souvenir, un fils cherchant le reflet de sa mère dans les yeux d'une étrangère. La haine qu'il avait nourrie pendant 2 semaines perdit soudain son tranchant, remplacé par une confusion douloureuse. Son geste n'était donc pas un caprice de riche, mais un acte désespéré, maladroit, né d'une blessure profonde. Elle sentit les murs de sa forteresse se fissurer et la peur la saisit. Il était plus dangereux maintenant, désarmé et sincère, qu'il ne l'avait jamais été avec toute sa puissance. Il comprit son trouble, son silence qui n'était plus hostile mais interrogateur. Il ne la pressa pas, lui laissant le temps d'absorber le choc de sa révélation. L'atmosphère du café autour d'eux semblait avoir repris son souffle, les clients retournant à leur conversation à voix basse, bien que tous les regards restassent tournés vers cette scène irréelle. « Léo vous réclame chaque jour », ajouta-t-il doucement, non pas comme une menace mais comme un simple fait. Il est en sécurité, il est heureux, mais il n'est pas complet sans vous. Et moi, je ne peux pas réparer le mal que je vous ai fait si vous ne me laissez pas vous expliquer. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande seulement de m'écouter. 5 minutes, loin d'ici. Après cela, si vous me demandez de disparaître de votre vie, je vous le jurerai. » Sa proposition flottait entre eux, un pont fragile jeté au-dessus de l'abîme de douleur et de méfiance. La porte qu'elle avait si violemment claquée venait de s'entr'ouvrir, laissant filtrer une lumière aussi terrifiante que désirable. Chloé le regarda, le cœur battant une cadence erratique contre ses côtes. La proposition flottait entre eux, simple, presque humble, et infiniment plus dangereuse que n'importe quelle menace ou ordre. 5 minutes. C'était à la fois une éternité et un instant dérisoire pour juger un homme qui avait dynamité sa vie. Les regards curieux des derniers clients du café pesaient sur elle, la transformant en une actrice sur une scène qu'elle n'avait pas choisie. D'un geste lent et délibéré, elle dénoua les liens de son tablier, le plia soigneusement et le posa sur le comptoir. C'était un adieu à cette vie de fuite, un acte de reddition non pas à lui, mais à la vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle ne dit rien, se contentant de hocher la tête une seule fois. Un accord silencieux. Sans un regard pour son patron médusé, elle contourna le comptoir et marcha vers la porte. Il s'écarta pour la laisser passer, et ensemble, ils sortirent du café, replongeant dans la nuit parisienne humide, laissant derrière eux la chaleur artificielle pour affronter le froid de leurs confessions à venir. Ils marchèrent en silence, côte à côte, mais sans se toucher, le long des quais déserts de la Seine. La pluie avait cessé, laissant le pavé luisant sous la lueur orangée des lampadaires, comme un chemin de larmes séchées. Le fleuve coulait, sombre et imperturbable, témoin muet de millions d'histoires comme la leur. Alexandre s'arrêta, s'appuyant contre le parapet de pierre, le regard perdu dans les reflets de l'eau. « Mon arrogance a failli tout détruire,
commença-t-il, sa voix grave se mêlant au murmure de la ville. Je vous ai vu ce jour-là, et j'ai cru voir un fantôme de force et de fierté que je pensais perdu. J'ai voulu protéger cette flamme, mais comme un imbécile, j'ai tenté de l'enfermer sous une cloche de verre, pensant que le luxe la nourrirait. Je n'ai pas compris que votre force venait justement du vent, de la lutte. Le gala, c'était le sommet de ma stupidité. Je voulais vous montrer à mon monde, comme un trophée, sans réaliser que je vous jetais dans une arène de prédateurs. Je ne vous ai pas sauvé, Chloé. Je vous ai enlevé à un combat que vous étiez en train de mener avec vos propres armes pour vous imposer le mien. Chloé restait silencieuse, les bras croisés sur sa poitrine comme pour se protéger du froid, mais surtout de la sincérité désarmante de ses mots. Elle sentait le mur de sa haine se fissurer, brique par brique, sous le poids de son repentir. Il se tourna vers elle, et dans la pénombre, elle vit une vulnérabilité dans ses yeux qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Pendant votre absence, le château est devenu ce qu'il a toujours été, une immense et magnifique tombe. Le rire de Léo avait perdu sa couleur. Chaque soir, il me demandait quand sa sœur rentrerait à la maison, et je n'avais aucune réponse. C'est là que j'ai compris. Je ne cherchais pas à vous offrir un avenir, je cherchais à racheter le passé de ma mère, à lui donner à travers vous la vie qu'elle n'a jamais eue. Je vous ai utilisé comme un remède à ma propre solitude, à ma propre culpabilité. C'est le crime le plus impardonnable. Et je ne vous demande pas de l'absoudre. Je voulais juste que vous le sachiez. Chaque mot était une pierre qu'il retirait de sa propre poitrine pour la déposer, avec une infinie précaution, à ses pieds. Une larme solitaire, chaude et salée, traça un chemin sur la joue glacée de Chloé. Elle ne chercha pas à l'essuyer. Vous croyez que j'étais forte? Sa voix était un murmure brisé. J'étais terrifié. Chaque matin, je me réveillais avec la peur de ne pas pouvoir nourrir Léo, la peur qu'on nous sépare. Ce que vous avez pris pour de la fierté, c'était juste la carapace de ma terreur. Quand vous m'avez emmené, quand j'ai vu Léo dans cette chambre, j'ai ressenti un soulagement si intense que je me suis détesté pour cela, parce que cela signifiait que j'avais échoué. Vous m'aviez sauvé, et je ne pouvais pas le supporter. Elle leva enfin les yeux vers lui, laissant toute sa douleur, toute sa confusion se déverser dans son regard. Il s'approcha doucement, levant une main tremblante pour effleurer sa joue. Le contact de ses doigts, chaud et tendre contre sa peau humide, fut comme une décharge électrique qui fit fondre la dernière once de glace autour de son cœur. Il se pencha et ses lèvres trouvèrent les siennes, un baiser qui n'était pas une conquête, mais une supplication, un refuge, un pardon silencieux échangé dans la nuit parisienne. Lorsqu'ils se séparèrent, le monde semblait avoir retenu son souffle. Ils restèrent proches, le front contre le front, partageant la même respiration fragile. La décision n'avait plus besoin d'être formulée, elle était déjà prise, scellée par ce baiser qui avait guéri plus de blessures que les mots ne le pourraient jamais. « Rentre avec moi, Chloé », murmura-t-il contre ses lèvres. « Pas comme mon invité, pas comme une obligation. Rentre comme mon égal, comme ma partenaire. Laisse-moi t'aider à construire l'avenir que tu mérites, celui où tu pourras peindre à nouveau, où Léo pourra grandir sans peur. Ne me laisse pas retourner seule dans ce château vide. » Elle ferma les yeux, savourant la fin de sa solitude. « Je reviendrai, » répondit-elle, sa voix ferme pour la première fois. « Mais je veux terminer mes études. Je veux travailler. Je ne veux pas être une princesse dans une tour d'ivoire. » Il eut un léger sourire, un vrai cette fois, qui illumina son visage. « Je ne voudrais jamais de cela, » dit-il. « Je veux la lionne, la reine de son propre royaume. » Un mois plus tard, la lumière dorée de la fin d'après-midi inondait le grand salon du château, non plus à travers les vitres d'une prison, mais comme une promesse caressant les murs d'un foyer. Chloé se tenait devant un chevalet, le pinceau dansant sur la toile, tandis que le rire de Léo résonnait depuis le jardin où il jouait avec Alexandre. Elle était rentrée cette nuit-là, non pas vaincue, mais victorieuse. Alexandre avait tenu parole. Il avait financé une fondation au nom de sa mère pour les jeunes artistes des rues, et c'est elle qui en tenait les rênes. Il l'avait inscrite à la meilleure école d'art de Paris. Il ne la possédait pas, il l'élevait. Il construisait, jour après jour, un équilibre fragile et précieux, une famille née du chaos. Le contrat de dette avait été brûlé dans la cheminée, ses cendres emportées par le vent. Ils étaient réconciliés, leur avenir une toile blanche qui attendait leur couleur,
ignorant que la dernière ombre de leur passé, tenace et venimeuse, n'avait pas encore dit son dernier mot et attendait son heure, tapie dans les recoins sombres de la ville. Si cette réconciliation vous a ému, si vous avez senti votre cœur s'apaiser avec le leur, alors montrez-nous votre soutien. Partagez dans les commentaires quel moment de cette histoire vous a le plus touché jusqu'à présent. Votre engagement nous inspire à créer des récits encore plus puissants. Et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo pour découvrir comment Chloé et Alexandre affronteront la dernière tempête qui menace leur bonheur si durement gagné. Merci de faire partie de notre voyage. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit sur les quais de Seine. 6 mois durant lesquels les fondations de leur nouvelle vie avaient été posées, non sur la richesse, mais sur une confiance patiemment reconstruite. Le jour de leur mariage ne ressemblait en rien à la scène glaciale de la mairie. Au lieu de murs gris et d'un fonctionnaire blasé, ils se tenaient dans les jardins du château, sous une arche de roses blanches baignée par la lumière dorée de septembre. Chloé portait une robe simple en dentelle, une création qu'elle avait dessinée elle-même, un vêtement qui parlait de liberté et non de sacrifice. Léo, dans un petit costume impeccable, leur tendit les alliances, son sourire étant la plus belle des bénédictions. Lorsqu'Alexandre glissa l'anneau à son doigt, son regard n'était plus celui d'un conquérant, mais celui d'un homme qui avait trouvé son port d'attache. Il ne lui promettait pas un royaume, mais un foyer, et pour Chloé, c'était le seul trésor qui ait jamais compté, un serment murmuré non pour un contrat, mais pour l'éternité. Leur quotidien était une mélodie douce à 1000 lieues des silences tendus de leur début. Le château n'était plus une cage dorée, mais une toile vivante. Le matin, l'odeur du café se mêlait à celle de la térébenthine provenant du studio qu'Alexandre avait fait aménager pour Chloé dans l'aile est. Une immense baie vitrée, autrefois symbole de son enfermement, était devenue sa fenêtre sur le monde, un cadre pour son inspiration retrouvée. Il venait souvent s'asseoir en silence, la regardant peindre, non plus avec l'intensité possessive de ses premiers jours, mais avec une admiration sereine. Elle dirigeait la Fondation Hélène, du nom de sa mère, avec une autorité naturelle, transformant sa propre douleur passée en espoir pour d'autres. Les portes du château, jadis si lourdes et menaçantes, restaient désormais ouvertes, laissant entrer la lumière, les rires de Léo et la vie qu'ils avaient choisi ensemble de créer à partir des cendres de leurs solitudes respectives. Un après-midi d'automne, ils retournèrent dans le Marais, non comme des fantômes de leur passé, mais comme les architectes de leur avenir. Ils inaugurèrent le premier refuge financé par la Fondation, à quelques rues seulement du centre social où leur monde s'était heurté. Au détour d'une ruelle, ils tombèrent sur la baronne de Valois. La vieille femme parut décontenancée, prête à tourner les talons, mais Chloé s'approcha d'elle avec un sourire calme. Elle ne dit rien de leur dernière rencontre, se contentant de lui présenter le projet, sa voix empreinte d'une passion et d'une assurance qui ne laissait aucune place à la condescendance. La baronne, face à cette femme qui n'était plus une victime, mais une force de la nature, ne put que murmurer des félicitations embarrassées. Alexandre, en retrait, observa la scène, son cœur débordant d'une fierté silencieuse. Chloé n'avait pas eu besoin de lui pour la défendre. Elle avait gagné sa propre bataille avec la plus belle des armes, la grâce. Ce soir-là, alors que Léo dormait paisiblement, Alexandre trouva Chloé dans la bibliothèque, regardant par la grande fenêtre où il lui avait fait sa première confession. Il tenait un document à la main, relié de cuir. En le voyant, elle sentit une ombre fugace de son ancienne peur, le souvenir du contrat, de la plume suspendue. Il sembla le deviner et lui tendit le dossier avec une douceur infinie. Ce n'était pas un accord prénuptial ou un acte de propriété. C'était la demande d'adoption officielle de Léo. Sur la ligne réservée aux tuteurs légaux, son nom était déjà inscrit, et à côté, une place attendait sa signature, à elle en tant que mère. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce n'était pas un geste de pouvoir, mais l'acte d'amour le plus pur. Il ne lui donnait pas son nom à elle. Il offrait le sien à leur famille, scellant leur union non par la loi des hommes, mais par celle immuable du cœur. Il ne l'avait pas achetée, il l'avait rejointe. Plus tard, dans le silence de leur chambre, ils se tenaient enlacés devant cette même fenêtre, contemplant le parc endormi sous un ciel piqué d'étoiles. La lune jetait un éclat d'argent sur les feuilles des chênes, transformant le domaine en un royaume de contes de fées.
Mais cette fois, elle n'en était plus la prisonnière. « Tu sais, » murmura Alexandre, sa voix un souffle chaud contre ses cheveux, « les gens ont toujours dit que ce château manquait d'une reine. Ils avaient tort. Ce dont il manquait, c'était d'un cœur. Tu n'es pas entrée dans ma maison, Chloé. Tu l'as transformée en un foyer. » Elle se serra un peu plus contre lui, posant sa tête sur son épaule. Le froid de la vitre contre leurs mains entrelacées était un lointain rappel du monde extérieur, mais à l'intérieur de ce cercle de chaleur, ils étaient enfin à l'abri. Deux âmes sauvées, non pas par un prince, mais l'une par l'autre, dans un amour aussi improbable et solide que les vieilles pierres qui les entouraient. Le voyage de Chloé et Alexandre, commencé dans la violence d'un sauvetage et achevé dans la douceur d'un amour partagé, touche à sa fin. Si leur histoire a fait vibrer quelque chose en vous, si vous avez ressenti leur douleur, leur colère et finalement leur bonheur, alors nous avons réussi notre mission. Partagez dans les commentaires le moment qui vous a le plus ému. Votre soutien est notre plus belle récompense. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce levé et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, où d'autres cœurs trouveront, à travers les épreuves, le chemin de la rédemption. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la dernière ligne. À très bientôt.